C'est bocal. Ah bah, chercher un jingle, merci. Bocal. Bonjour et bienvenue dans Papote, un podcast signé Bocal, dans lequel je reçois deux invités de la région de Reims et dans lequel on prend le temps de discuter dans un format qu'on appelle aujourd'hui le small talk. Donc le small talk, c'est quoi ? Ce sont ces petites conversations futiles qu'on peut avoir quand on se croise ou quand on croise quelqu'un. Donc voilà, c'est ça Papote. On discute de façon légère, mais pas toujours futile. Et mes deux invités du jour sont Sida. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Je suis ravi de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Et Gustine, je ne vais pas te dire je suis ravi de te rencontrer, on s'est déjà vu moult reprises, mais je suis très content de te recevoir enfin dans Bocal. Eh ben, moi aussi, je suis contente de venir dans ce petit bocal. Parfait, comment vas-tu également ? Oui, ça va. Et toi ? Ben moi ça va, Bah, la super. forme. Je suis obligé, j'anime l'émission, je suis obligé d'être le moteur, je ne peux pas avoir un coup de moule en plein milieu de si, tu peux Bocal. tout Si je nous peux. dire. Tu peux tout nous dire. Je vous laisserai prendre le relais dans ce cas. D'où l'utilité d'être trois dans cette émission. Si jamais il y en a un qui flanche, les deux autres peuvent prendre le relais. Il me semble que vous connaissez déjà, vous êtes déjà croisés forcément. Ouais, on s'est déjà croisés. La première fois que j'ai vu Silda, je crois je t'avais prêté la petite sono que j'ai eue. Tu avais joué sur une terrasse dans le centre-ville de Reims. Et Oui, voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, que j'ai entendu pour la première fois. Et on a puis- joué ensemble il n'y Ouais, a pas longtemps. C'est ce que j'allais dire à Oui. la Carto. Elle m'avait invitée. Alors, Silda avait un concert à la Carto. C'est la première fois qu'elle jouait à la cartonnerie d'ailleurs. Et elle m'a demandé est-ce que tu veux bien venir faire un feat avec moi ? Donc, c'est-à-dire venir sur scène, jouer un morceau ou deux avec elle. Et j'étais disponible et ça me faisait Ça tombe plaisir. Voilà, parce que je trouve que c'est une artiste qui se démène pour faire plein de choses. Et c'est quelque chose que je suis toujours admiratrice des gens qui se démènent pour faire des choses, quel que soit le domaine. Donc, et puis voilà, j'aime bien sa voix et tout. Donc j'ai répondu à l'invitation. C'était pas en première partie de Maëlle ? Adèle Non. Castillon. Ah non, c'était Adèle Castillon, C'était d'accord. dans le cadre du Pop Woman Festival. Ok. Et je devais jouer avec ma violoniste, mais en fait, à la dernière minute, elle n'était pas là. Donc j'ai fait appel à Gustine avec sa petite harpe et c'était vraiment trop beau. Et ouais, les gens avaient beaucoup aimé. En tout cas, moi, j'avais eu pas mal de retours. Je sais pas toi, mais Si, moi j'ai croisé des gens qui m'ont dit que ça rendait c'était vraiment cool. bien. Ça matchait vraiment bien. Ouais. Sylvia, c'était la première fois que tu jouais à la cartonnerie ? Ouais. Tout à fait. Et alors, ton ressenti de jouer comme ça devant le public rémois, réputé si dur, Ouais, c'est vrai. Apparemment, c'est le pire public de France. c'est Je le crois plus bien. exigeant. Oh. Non, mais le public rémois a beaucoup changé. En tout cas, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai été très bien accueillie. Enfin, j'ai des très bons souvenirs. Mais oui, moi je me souviens, elle était stressée. Moi, j'essayais avant de rentrer sur Ouais. scène en mode est-ce que les gens vont m'écouter avec mon petit kalimba ? Et en fait, grave, les gens étaient hyper à l'écoute, ils avaient les yeux rivés sur elle, les Les yeux et les oreilles rivés sur elle. les yeux rivés sur elle et les oreilles grandes ouvertes. Et... Non, t'es En assurée. tout cas, les gens ne sont pas sortis. Ils sont restés Non. du début à la Non, fin. puis t'as une bonne manière aussi, je trouve, de parler entre les morceaux, de leur expliquer un peu des choses Ouais. qui ça fonctionne, quoi. J'aime bien expliquer. Je trouve que c'est bien. Mm. Pour qu'ils comprennent encore mieux après, qu'ils écoutent bien les paroles aussi. Mm. Je pense que c'est important. Enfin, pour moi en tout cas. Je pense que du point de vue du public aussi, ça permet d'attirer leur attention Ouais. encore plus. Ouais. Alors, je n'ai pas précisé encore, mais vous êtes toutes les deux chanteuses. Vous êtes toutes les deux musiciennes, même si on l'a bien compris avec l'introduction. Et vous avez un autre point commun, celui d'avoir fait The Voice, toutes les deux. Donc, oui, toi, c'est vrai. oui, c'est vrai, tu avais oublié. Toi, Sylvia, c'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais, c'est l'année ça. dernière. Tout à fait. Toi, Marine, c'était en 2020, l'année du Covid. Et oui, moi j'ai choisi mon année. Ouais, Wouh. ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ton parcours de The Voice, le Covid ? C'est juste que, comment dire, quand ma première vidéo est sortie, là, ça a fait un buzz phénoménal. Donc je me suis Avec dit, Marle Lavoine. je me suis Vidéo dit, la plus vue de oui, sur The Voice à l'époque. le plus gros buzz de The Ouais. Voice France, figure-toi. Non, mais c'est marrant, cette petite vidéo, l'impact qu'elle a eu. Mais 15 jours après, on était confinés. Donc, tu vois, moi, je suis passée de Ouais. waouh, 2020, c'est mon année, le téléphone sonne, à rentrez chez vous, pas de concert Ouais, pendant c'est un dur. an. Donc, c'était un peu les montagnes russes, mais ça, voilà, c'est tout. C'est la vie. Il y a pire. Alors, désolé de le rappeler, mais aucune de vous deux n'a remporté l'émission. Bon, c'est pas Je très mettrai des grave, pleurs hein, là dans les. finalement. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce que ça change de ne pas gagner The Voice en fait ? Parce que c'est si important la victoire finale. Non. Moi, je trouve pas du tout. Hein. C'est surtout que si tu gagnes, tu es sous contrat, en fait. Un contrat Ouais. que tu signes déjà à l'avance dès que tu mets un pied dans l'émission et que c'est pas un contrat forcément hyper
T'as pas trop de liberté, quoi. Bah, c'est un contrat un peu compliqué, ouais. Tu te retrouves à faire pas forcément la musique que tu as envie de... Enfin, voilà, tu te retrouves avec une exposition en plus, donc je pense que c'est quand même très très bien, mais une liberté artistique en moins. Et de toute façon, si les gens ils t'ont kiffé dans l'émission, que tu sois le gagnant ou pas le gagnant, ils t'ont vu. Oui. On t'a vu. On t'a offert la même visibilité quasiment qu'au gagnant. Parce que je remarque que c'est surtout les émissions à l'aveugle, les premières auditions, là, les auditions à l'aveugle, qui sont surtout regardées par les gens. C'est très instagrammable. Ils adorent ça, ils décrochent un peu après. Donc en vrai, si tu passes déjà ces auditions-là, tu as une super visibilité. Donc... non, je pense que c'est pas une obligation de gagner. Tu gagnes déjà, en fait, à partir du moment où tu mets les pieds sur le plateau. Mais quand tu gagnes de l'argent pour faire ton album, non, c'est ça ? Bah oui, t'es signé dans une maison de disques, donc oui, on t'a une avance, mais disons que c'est pas forcément une avance hyper importante par rapport à ce qui peut se pratiquer ailleurs, mais en même temps, voilà, c'est eux qui font ta carrière aussi, donc bon, tout ça c'est contestable, mais voilà, en tout cas, tu dois faire les choses selon leur façon, quoi. C'est une émission que vous regardiez déjà avant ? Alors moi, pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'avais regardé les toutes premières saisons, peut-être les 2-3 années. Il y a... ouais. Bah ouais. Mais après, moi, non, je regardais plus trop. J'ai regardé quand toi, tu es passé, parce que forcément. Merci. Et voilà. C'est la première fois que je regardais The Voice quand Marine est passée. Il y en a eu tellement, en fait. On se souvient beaucoup des débuts, je crois. Même les artistes qui ont gagné. Mais oui, c'est ça. En général. Mais après, ouais. Justement, c'était qui le meilleur gagnant de The Voice pour vous ? Vous êtes obligé de lancer, vous n'avez pas gagné, donc vous n'êtes pas sous contrat avec TF1. De toutes les saisons confondues ? Toutes saisons confondues. Moi, je dis Slimane, sans hésiter. Slimane, ouais. Qui a fait un beau parcours à l'Eurovision. Moi, je ne sais même pas dans les artistes d'aujourd'hui qui est passé par The Voice. Elle n'a pas gagné. Ah non, elle a fait... Ouais, Louane, c'est vrai, Louane a fait Kenji, The Voice. Les Frérots de la Vega. Ouais. Ah ouais, il y en a plein quand même. Ouais. Louane, elle est chou. C'est vrai qu'elle est choupinette. Ouais, elle est choupinette et puis tu vois, elle n'a pas fait non plus une carrière éclair, c'est-à-dire elle est là pendant 1 an, elle disparaît, elle continue à faire des choses, à défendre des choses. Un peu de cinéma, ça, c'est un peu admirable de musique, aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi qui vous a poussé à faire The Voice ? Vous battez pas. Alors pour ma part, j'avais vraiment pas envie forcément de faire de télé, pour être honnête, parce que j'avais peur déjà de cette exposition-là, j'avais peur enfin, je connaissais pas, c'était l'inconnu, et j'avais peur de pas pouvoir aussi contrôler toujours mon image et ce qui allait être diffusé ou pas, parce qu'il faut savoir qu'on est filmé tout le temps. Et voilà, il y a beaucoup d'interviews qui durent à peu près 40 minutes et à la fin, ils passent 1 minute 30 et en fait, ils prennent des bouts qu'ils ont envie de prendre et ils accentuent sur des choses peut-être qui... Parfois, on n'a pas forcément envie que ce soit ça qui ressorte. Et donc, j'avais peur de ça. Et puis, le côté compétition que moi, j'aime pas trop non plus. Je préfère être dans le partage. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de... En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de stress inutile qui a fait que j'ai pas forcément profité aussi de chaque instant. J'ai pas trop su gérer ça. Et ouais, je pense qu'avec le recul, je prendrais ça moins au sérieux si je devais le refaire. Mais voilà, en tout cas, c'est eux qui sont venus me chercher. J'ai pas... D'accord, pas forcément ils font des castings sauvages, ils repèrent sur les réseaux ce qui se passe. Tout à fait. D'accord, donc ils t'ont contacté, ils t'ont demandé, ça te dirait de faire The Voice ? Ouais, en fait, moi j'ai fait 4 castings, alors je sais pas. D'accord, il y a des pré-castings du coup au casting à l'aveugle. Okay. Et je me suis dit, en fait, c'était un moment de ma vie où je me disais, bon, j'ai rien à perdre, je veux juste me montrer, rencontrer des professionnels et voilà, faire entendre mon nom. Et voilà, j'y suis allée vraiment dans cette optique-là, donc très détendue. et puis finalement, ils m'ont rappelé pour le 2e casting, le 3e, le 4e, et je suis allée jusqu'en télé. Et puis voilà, quoi. Après, quand t'es pris dans la machine... Il faut être dedans. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et toi, Augustine ? Comment dire moi, ça, pareil, il m'avait sans doute casté, je sais pas, sur un truc sur YouTube, j'en sais rien. Et ça faisait 2-3 ans comme ça qu'il me proposait de participer au casting et que j'y allais pas parce que ça m'intéressait pas. J'avoue que j'étais très surpris de te voir dans l'émission. Et c'est pour ça que j'ai rien dit à personne parce que je sais qu'il y a plein de copains, la famille, même mes parents, j'ai rien dit. Ah ouais. Et tout le monde a fait qu'est-ce qu'elle fout là ? Tes parents l'ont découvert en te voyant à la télé ? Ouais. Oh, wow. Drôle. Ouais, franchement, c'était marrant à faire ça. Mais non. En fait, moi, voilà, ils me contactaient chaque année. Et là, je me suis dit, je vais y aller parce que je venais de terminer une tournée avec Fakir. Je ne savais pas quand il y en aurait une nouvelle. Et moi, être dans un tourbus avec plein de gens, faire de la musique juste en tant que musicienne, je trouve ça trop cool. C'est vrai, encore aujourd'hui, c'est ce que je préfère.
Et du coup, comme j'avais plus de tournée, je me suis dit, tiens, je vais aller à ce casting parce qu'il y a quand même des directeurs de casting c'est eux aussi qui vont recruter des musiciens pour accompagner des stars de variété ou des trucs de comédie musicale. Et c'est eux aussi qui recrutent les musiciens qui sont à The Voice, mais qui accompagnent les chanteurs. Ouais. Donc moi, j'y suis allée pour filer mon CV et pour postuler pour ça. Moi, je voulais faire partie soit du groupe d'accompagnateurs sur The Voice, soit prenez-moi sur une tournée, je sais faire ça. Et donc le directeur de casting, Bruno Bermérez, m'a dit allez, chante-nous quand même un petit truc à la harpe et à la voix. J'ai chanté un petit truc. Il m'a dit viens faire The Voice. Et là, je lui ai dit non. et c'est tout. Et puis là, il y a un pote à moi qui me dit mais tu te rends pas compte, tu dis non, c'est n'importe quoi, ça va te donner de la visibilité. Je dis oui, mais moi, bref. Je dis non. Et puis Bruno Berberès en fait insiste. Il me dit mais si tu veux rencontrer les musiciens et te faire ton réseau là-dedans, viens à la prochaine répétition qui est avec les musiciens. Viens avec un morceau et puis on verra. C'est un peu comme ça qu'il m'a eu. Donc il a insisté pour que tu viennes dans l'émission. Je pense que lui, je devais avoir un profil qui lui plaisait quand même. Parce que c'est vrai que des harpistes avec des voix toutes douces comme ça, c'est pas forcément ce qui est le plus représenté à The Voice. Pendant votre passage dans l'émission, vous êtes rémunéré ? Parce que tu parlais de tournée, de trous dans ta tournée, justement, ça fait un complément financier ou quand tu fais des tournées en tant que musicienne, oui, évidemment, tu es payé. Mais là, pour le concours, si tu veux, les premières étapes, t'es pas rémunéré. Ouais. Ceci dit, tu es très accompagné, défrayé, on te gère tout, on te réserve tes billets de train. Les hôtels aussi. On te réserve les hôtels, on te nourrit. Voilà, tout est vraiment pris en charge. Et même, au-delà de l'aspect financier, tout est organisé. Il y a vraiment une logistique qui est nickel là-dedans. Voilà. Donc, beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, à ton service. Accompagnés. Et Hilda, tu parlais justement d'exposition tout à l'heure. Vous étiez toutes les deux très exposées avec l'émission. Comment vous avez appris à gérer les critiques ? Est-ce que vous avez été accompagné justement pour gérer cette exposition et faire face aux critiques ? Moi, je pense que déjà, avant de faire The Voice, on était déjà artistes. Et donc, on a déjà eu, j'imagine que toi aussi, des critiques. Et donc... oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est pas sur... Enfin, moi, je me suis pas attardée sur ce genre de truc. Ça touche un peu, forcément, mais dans le fond, moi, ça m'a pas trop impactée. Ouais, vraiment, non, je suis passée au-dessus de tout ça. Et je m'accrochais vraiment au positif, justement. Et puis voilà, donc non, moi, je sais pas, toi, du coup, parce que... Écoute, moi, j'étais assez surprise pour la première épreuve. Parce que moi, au départ, c'est pareil. Je leur avais demandé, est-ce que je peux faire que la première épreuve et laisser tomber après, quoi. On m'a dit, mais ça va pas la tête. J'ai dit, si, je veux pouvoir, dans le contrat, là, ne pas être obligée de continuer. Donc, je pensais faire que la première épreuve, de toute façon. Et je pensais qu'en fait, on me reprocherait de pas avoir de voix. Tu vois, comme je suis pas en mode, je chante avec du coffre et tout, machin. Je pensais que ça serait le genre de critique que j'aurais. Et en fait, j'ai quasiment pas eu de critique sur mon premier passage. Franchement, sur la vidéo, tous les commentaires sont... j'ai que des commentaires positifs. Franchement, je me dis, ouais, c'est fou, quoi. Pourtant, je m'attendais à certaines critiques. Par contre, je l'ai eu quand je suis passée en finale. Ah ouais. Alors là, les gens, ils m'ont pas loupé. Parce qu'effectivement, je suis passée, entre guillemets, devant des chanteuses avec des voix exceptionnelles. Je pense par exemple à Cheyenne qui était là. Oh, cette meuf, elle a une technique, une énergie impeccable. Vraiment, elle a une grande voix, quoi. Et du coup, il y avait des gens qui me disaient « T'as pris la place de Cheyenne, Alain Bidule ». J'ai aussi reçu pas mal de commentaires homophobes, parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux courts. Voilà, ça suffisait aux gens à supposer ma sexualité et donc à m'insulter sur les réseaux. Donc, j'ai découvert ce que pouvaient recevoir comme insulte les personnes homosexuelles, et ça fait franchement peur. Mais après, ça m'a pas touchée personnellement parce que c'est pareil, la critique. Je veux dire, même si Céline Dion, à l'arrivée, elle faisait The Voice aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient, des gens qui n'aimeraient pas, tu vois. Ouais, donc ça veut rien dire du moment que t'as des gens qui aiment, même 2 personnes, voilà, c'est bien. Donc non, les critiques, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui m'a fait quand même de la peine, c'est de se rendre compte justement de la méchanceté que peuvent avoir et de la haine que peuvent avoir des gens. Que ça soit dirigé vers moi, ça je m'en fous.
Mais de me dire, t'imagines si c'était une petite jeune fragile et tout qui recevait ça, mais il l'aurait détruite. C'est vraiment cette méchanceté gratuite qui m'a quand même, je me suis dit, ah ouais, le monde est comme ça, c'est vrai, c'est triste. Est-ce que c'est vraiment dirigé vers toi? Enfin, tu vois, les gens, ils sont assis dans leur canapé, devant la télé, derrière leur téléphone. C'est ça. Voilà, ils écrivent un truc, je suis sûr que... je défends pas vraiment les abrutis qui incitent les gens sur les réseaux, mais je suis même pas sûr que tout le monde ait vraiment conscience du mal qu'ils font en fait. Alors aujourd'hui, ils devraient en avoir conscience, on est d'accord, mais tu vois, quand tu confrontes quelqu'un en face à face et quand tu le mets sur les réseaux sociaux, le discours n'est pas le même. Ouais. C'est plus facile derrière un écran. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi de la part de ces gens-là. Ouais, mais c'est ça fait. Et c'est pour ça, il faut vraiment pas le prendre personnellement. Non, alors moi je prends jamais personnellement, mais par contre de se dire. Ces gens-là existent. Ouais, c'est clair. On habite sur la même planète. Fait chier, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, Gustine, en plus, le regard des autres ne te dérange pas forcément. On a fait une session dans une baignoire dans un parc public. Mais dit comme ça paraît un peu chelou. Session acoustique, je précise. Oui. Il y a une dizaine d'années. Ouais. Non, si, après, bien sûr que ça m'impacte parce que, d'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve un peu, c'est que avec les réseaux et Internet, l'image de l'artiste a pris beaucoup de place, voire même, dans certains cas, toute la place. Et alors, c'est génial d'avoir ce moyen d'expression. En plus, par exemple, quand tu fais des clips, tu peux ajouter un propos supplémentaire par rapport à ta musique et tout. Mais quand il s'agit de devenir une influenceuse qui va devenir un cintre au service des marques pour, tu vois... Ça prend le pas sur la musique, en fait. Bah ouais, et puis... Donc du coup, oui, tu te préoccupes quand même un minimum de ton image parce que ça fait partie du jeu. Mais tu peux aussi le prendre à rebours. Voilà, dire moi j'impose telle image parce que j'ai pas envie de me conformer à d'autres. Donc ça peut aussi être moteur de quelque chose qui a du sens. Et du coup, est-ce que vous avez été accompagné? Parce que le parcours musical, l'accompagnement musical dans The Voice, on le voit, il est documenté dans l'émission, mais accompagné sur la gestion de cette exposition. C'est quelque chose qui existe également dans l'émission? Des psychologues qui vous suivent à chaque étape, tu vois un médecin, un psychologue. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'était le cas. Moi, figure-toi que non. Pose-toi des questions, Augustine. Et donc, tu vois à ma tête que j'avais des problèmes. Alors, on voit un médecin avant les auditions à l'aveugle, je crois bien. Mais après les auditions à l'aveugle, j'en ai pas vu. Ou si, c'était après, justement, que j'en ai vu un. Mais après la sortie des battles, j'en ai pas vu. Et j'ai demandé à en voir un et j'ai mis, je crois, un bon mois avant qu'ils me disent bon, d'accord. J'ai dû vraiment les appeler au moins 3-4 fois en disant je veux voir un psy, s'il vous plaît. Et j'ai eu du mal. Moi, en tout cas. Et donc, par rapport à cette exposition-là, par rapport aux critiques par rapport au battle, parce que du coup, moi, je suis sortie à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul, mais j'ai oublié, en fait, avec tout le stress, j'ai fourché sur un mot. Et donc, ça m'a déstabilisée. Ça a duré 2 secondes, en réalité, à la télé. Mais moi, dans ma tête, c'était... la fin du monde, quoi. Je me suis dit, oh là là, faut pas qu'ils diffusent ça, vraiment. Et c'était hyper compliqué pour moi. Justement, avec ce truc d'exposition, j'avais très peur. Et au final, les gens ont été très, très bienveillants. Donc, ça s'est très bien passé. Mais j'avais quand même besoin de pouvoir échanger avec quelqu'un. Qu'on me rassure aussi. Parce que je sais pas, du coup, toi, vu que t'es allé plus loin, mais quand je suis sortie au battle, donc en fait, tu sors du plateau, on t'appelle un taxi, on te met dans un taxi. Tu rentres dans ta chambre d'hôtel toute seule. Et le lendemain, tu repars et tu n'as même pas le temps de dire au revoir aux casteuses, à la prod, au coach, à tes autres copains dans l'émission, les talents. On t'invite même pas à venir aux autres émissions, voir la fin? Bah non, même pas en fait. Après, toi, t'es allé plus loin, donc peut-être t'as eu plus de privilèges. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc assez violent. Et pourtant, je pensais être assez dans ma tête conditionnée, assez forte. Mais en fait, non, quand tu te prends ça dans la figure, c'est assez dur. Vraiment, c'est très violent. Donc voilà, mais après... j'ai fini par avoir ce rendez-vous avec cette psy, et puis voilà. Et ça t'a aidé? Ça m'a aidé, oui. Beaucoup. Il y a un avant et un après The Voice? Oui, forcément. Grave. Moi, pour ma part, le avant et après, c'est simplement la notoriété. Ouais. En fait, à partir du moment où tu as un nom, parfois on t'appelle juste pour ce nom. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a plein de concerts, notamment des concerts privés que j'ai faits. Ça aurait pu être n'importe quel harpiste, hein. Je jouais pas des trucs mieux que les autres harpistes, mais c'est Gustine, la finaliste de The Voice, donc tu vois. Et puis on sait que tu es là et que tu es harpiste au moins. Ouais, donc c'est pas juste un nombre sur les réseaux sociaux, c'est pas juste un nombre de followers, ça a un réel impact. Ah après, oui, je me souviens à un moment donné, j'ai fait un concert au fin fond de la montagne dans un petit bled, la salle était pleine.
parce que c'est la meuf de The Voice, Ouais. on l'a vue, donc on va la voir en vrai. Donc en fait, ça te constitue un public partout en France. Ça te donne une réputation qui te permet de vendre tes prestations et puis d'augmenter un petit peu tes tarifs, hein, parce que ça fait 10 ans que tu joues pour 100 balles, donc là tu peux demander un petit peu plus quand même. Donc voilà. Et donc financer des choses artistiquement que tu pourrais pas te permettre de financer autrement. Donc oui, moi ça m'a énormément servi pour ça. Et toi, j'imagine que c'est peut-être moindre parce que t'es pas allé jusqu'en finale, mais quand même, t'as forcément il y a plein de gens qui t'ont vu à la télé, qui t'ont reconnu, qui sont arrivés sur ta page Instagram. Ça crédibilise aussi. T'as plus de dates plus facilement et des dates encore peut-être mieux, je sais pas, enfin des festivals, etc. On fait plus facilement confiance. Exactement. Puis la preuve est que tu as un planning ultra rempli cet été. Elle fait je sais pas combien de festivals, des trucs super cool. Donc ça a sans doute joué un petit peu, quoi. Et puis il y a ce truc de followers qui augmente, et forcément on te reconnaît plus facilement dans la rue, etc. Donc ça, les followers, ça a un impact? Non, c'est juste pour donner du crédit encore, peut-être. Non, c'est des gens réels qui t'écoutent. Oui, mais est-ce qu'un follower... Quand même, respectez-les. Oui, mais est-ce qu'un follower est quelqu'un qui va consommer, tu vois, ta musique? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir te voir à concert? Après, c'est encore un autre travail. Oui, potentiellement, pas que, mais c'est des gens qui, quand tu vas annoncer que tu as fait un concert à Bordeaux, tu as des gens qui te suivent à Bordeaux, ils vont voir ça via les réseaux qu'il y a un concert, sinon ils ne seraient pas forcément au courant. C'est aussi des gens, quand tu vas sortir un truc, ils vont aller l'écouter sur Spotify, ils vont peut-être l'ajouter à leur playlist et ton son, il va tourner chez eux, tu vois. Donc non, évidemment, c'est important d'avoir cette communauté. Qu'est-ce qui fait, je passe à un autre sujet, c'est dur, hein. Qu'est-ce qui fait que vous acceptiez des interviews, que vous en refusiez d'autres? Par exemple, vous êtes ici aujourd'hui, vous avez accepté de venir, pourquoi? Et à contrario, pourquoi, si vous refusez d'autres interviews, vous les refusez? Alors moi, je sais pas toi, mais j'aime pas refuser des interviews, j'essaye de faire en tout cas un maximum de choses, parce que je pense que c'est important aussi d'être là, même pour celui qui est au fin fond de la campagne, sur sa petite radio, dans sa région, voilà. Je pense que c'est important d'essayer de toucher un maximum de personnes, et je suis encore plus heureuse d'être ici parce qu'on est chez nous, en Champagne-Ardenne, à Reims, et voilà, je pense que c'est hyper important aussi de mettre à l'honneur notre région. Voilà, c'est l'idée de Vocal, c'est de montrer que culturellement, il ne se passe pas rien dans la région. Il y a beaucoup d'artistes qui en émergent même, beaucoup de lieux également culturels, et il y a beaucoup de choses à faire à Reims, même si toi tu vis à Châlons, mais tu es né à Reims, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc je peux dire Reims, c'est la région rémoise. Châlons, ça reste dans la région rémoise. Et toi, Marine, du coup, Justine? Alors, moi, je n'aurais évidemment pas accepté si ce n'était pas toi. Non, mais déjà, toi, Seb, en tant que personne, je t'apprécie beaucoup. Et puis, merci. En tant qu'artiste, on peut dire, en tant que photographe. Et puis, en fait, ton investissement dans le fait de mettre en avant les artistes d'ici, il existe depuis hyper longtemps. Tu t'es toujours hyper investi là-dedans. Là, tu crées un nouveau média parce que tu as envie de montrer des choses, de faire bouger des choses. Tu es hyper investi. Et forcément, tu vois, je ne peux que soutenir cette initiative. Et je couperai au montage. Non, mais c'est important de... Tu vois, il y a des gens, c'est une question aussi de fidélité. C'est comme James, tu vois, qui était à RJR, qui m'a toujours invité depuis le début, avant qu'il y ait ne serait-ce que 2 personnes qui me connaissent. Il m'invitait déjà, tu vois, à faire des émissions. Donc, c'est normal, ces gens-là qui sont activistes, en fait, de la défense de la culture locale. Il est content. Non, je sais pas quoi mais répondre. C'est précieux de garder tout ça. Bien sûr, des gens, des gens comme toi, on en a besoin en tant qu'artiste. Je répondrai par une pirouette. En parlant de James, je viens de finaliser les statuts parce que Bocal devient une association. Voilà, je ne communique pas parce que ça n'intéresse pas forcément les gens. Bocal devient une association et James Geoffroy, donc, dont tu parlais, sera le président de cette association. Voilà, donc il m'épaulera dans Bocal. Quelqu'un de précieux qui sait de quoi il parle. Mais merci pour ces compliments. Je passe vite à la suite parce que voilà, je ne sais pas quoi dire. Ce pas des compliments, ce sont des faits. C'est vrai. J'essaye de faire de mon mieux. Ça m'occupe. Allez, on passe à la suite avant que je chiale. C'est quoi votre parcours musical avant The Voice? Alors moi, avant de faire The Voice, donc j'ai commencé à chanter vers 14 ans. Je faisais beaucoup de scènes pour des assos, des écoles de musique, des mariages. J'avais juste cette envie de partager et
voilà, de chanter, de faire ma passion, c'était cool. Après, je suis allée à Paris, donc pendant 3 ans, j'avais 17 ans, une école de musique qui s'appelle le cours Florent Musique. Et donc là, j'ai appris vraiment la théorie. Il y avait des cours de culture musicale, de droit pour les contrats d'artistes, plein de choses, un peu de théâtre aussi. Et j'ai surtout, grâce à cette école-là, compris ce que je jouais parce que je faisais tout par cœur. Tu vois, je jouais du piano et tout, mais je savais même pas si je faisais un accord majeur, mineur, c'est quoi une tierce. Enfin, je savais rien. Et en fait, du coup, j'ai compris comment construire un accord, etc. Donc ça m'a aidé dans la compo. Pour faire mes chansons, mes autres chansons. Et puis après, donc il y a eu le Covid. Je suis retournée chez mes parents, donc en Champagne-Ardenne, et là je suis allée 1 an à l'usine. Donc c'est pas de la musique, mais j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs j'ai écrit une chanson là-dessus qui sortira peut-être bientôt. Et puis voilà. Et maintenant, après il y a eu The Voice. Et puis voilà. J'ai aussi pu faire quelques premières parties avant The Voice quand même. Donc ça c'était vraiment bien. T'avais chanté avec Vianney aussi avant The Voice? Ah oui, c'est vrai, tu vois, j'avais oublié. Alors que finalement ça s'oublie pas. T'avais fait plein de concerts. Ouais, moi, je me souviens vrai. Que déjà je tournais beaucoup, ouais. Tu faisais beaucoup de concerts. Tu étais bien rodé, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait Vianney, j'étais je sais plus, je crois que j'avais 17 ans, je venais juste d'aller à Paris, et donc il passait au Millésium, donc à Épernay. Donc moi j'étais un peu insouciante, tout ça. Donc je fais une petite vidéo sur les réseaux et je lui demande de chanter avec lui. Alors c'était en décembre, je sais plus. Bref, et donc je mets cette vidéo et les gens partagent, les gens commentent. Et finalement la vidéo, grâce aux gens, grâce à ma communauté, arrive jusqu'à lui. Et un jour, j'ai un appel de sa manageuse qui me dit « Ah bah c'est ok, on t'attend dans 5 jours au Millésium et tout. » Donc voilà, moi j'ai fait mon premier zénith avec Vianney, ça durait 3 minutes, c'était le temps d'une chanson, mais c'était fou à 17 ans faire ça devant 6000 personnes, bon voilà. Et puis donc après, ça m'a donné un peu plus de crédibilité d'ailleurs, à partir de ça. Oui. Et j'ai fait les premières parties donc, de Madame Monsieur au tout début. Après, j'ai fait Mathieu Chédid, Christophe Maé à Foire-en-Seine. Ça va? Oui, ça va. Et après, il y a eu... donc pendant le confinement, c'était avant The Voice. J'ai été repérée par Julien Doré sur les réseaux sociaux. Avec qui t'as fait un duo. Ouais, tout à fait, sur son dernier album. Donc ça, assez fou. Et donc, il m'a emmenée sur mes premiers zéniths toute seule avec mes chansons en tant que première partie. Donc ça, c'est encore avant The Voice. Ouais. Oui, donc tu avais fait quand même un paquet de trucs, tu as oublié de préciser. Mais... Et c'est d'ailleurs comme ça que The Voice m'a repérée, en fait. Ouais. Ils m'ont vu sur l'album et tout ça, ou sur une vidéo de Julien, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais voilà, et j'avais un instrument donc, qui s'appelle un kalimba. C'est un petit instrument avec des lamelles métalliques, un son très intime, très doux. Et donc, c'est notamment pour ça que The Voice m'a appelée, parce que je pense qu'ils en avaient jamais trop eu dans l'émission. Comme avec la harpe. Ouais, c'est ça en fait. Finalement, Justine, je pense que c'est nos instruments qui nous ont portés jusque-là. Donc voilà mon parcours. Et toi, Gustine, ton parcours avant The Voice? Moi, j'étais danseuse country sur patin à roulette. Mais bon, je me suis foulé la cheville. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire autre chose. Et non, moi, j'ai fait un parcours de musique classique, en fait, au départ, en harpe et en piano. J'ai aussi Après, je vais continuer. En fait, après le conservatoire, tu peux aller dans un truc qui s'appelle le CFEDEM. Et au CFEDEM, on t'a des formations et à la fin, tu as un concours. Et si tu as ce diplôme, tu peux être prof dans un conservatoire, enseignante. Donc moi, on appelle ça un DE. J'ai un DE en formation musicale, qui est le nouveau nom du solfège, et un DE en musiques actuelles. Donc... parce que j'ai décidé de passer 2 diplômes en même temps. Pourquoi faire simple? Non, c'était une période très très intense, parce que du coup j'avais une partie de mes cours qui était à Lyon, l'autre à Reims et l'autre à Metz. Donc dans la semaine je faisais les 3 villes. Okay. Donc je comptais sur le train pour dormir. Donc voilà, donc ça m'a pris une bonne partie de mon début de vie adulte. Mais à côté de ça, je trouvais quand même le temps de faire des concerts, et j'ai eu ma première intermittence genre 2 mois après avoir obtenu mes diplômes. Du coup, après j'ai continué dans cette voie-là. J'ai fait des concerts dans plein de formations, dans des groupes, avec des artistes que j'ai accompagnés, que j'accompagne encore toujours, Fakir depuis 2015 quand même. Et voilà, et oui, c'est vrai que ça a été une partie très importante de ma carrière avant The Voice, c'est les tournées avec Fakir. Tu as commencé par une formation classique, tu disais, après tu as fait de la chanson française, on avait de l'électro aussi aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai expérimenté plein de trucs. Comment on passe de l'un à l'autre?
Comme ça, je sais pas. On passe pas de l'un à l'autre. C'est juste que moi, j'ai écouté plein de musique dans ma vie. J'ai eu envie d'en tester plein. Et non, voilà, c'est tout. En fait, j'ai toujours voulu faire de la musique, non pas pour être au milieu de la scène regardée par des gens, mais pour être sur scène avec d'autres artistes. Ouais. Moi, mon rêve, c'était quand j'écoutais un album de musique, de me dire « Oh là là, Thom Yorke, t'imagines si un jour je suis dans le studio, je joue avec lui ?» Alors, il écoute justement ce podcast. Donc si tu veux salut Tom. Bon, Tom, arrête de faire la gueule, je t'ai dit que j'étais désolée, allez, reviens à la maison. Et toi, Sida, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce courant musical aujourd'hui? Tu fais la pop française, on peut dire ça comme ça? Ou chanson française Oui, chanson française, c'est un peu large. Ouais. Moi, je dirais plutôt pop dans l'esprit. Parce que chanson française, je trouve que des fois, il y a ce côté-là un peu réaliste. On raconte vraiment des histoires un peu sérieuses. Enfin, encore que c'est pas que ça, mais il y a vraiment un côté pop dans le sens des mélodies un peu catchy, des refrains qui reviennent. Moi, je le perçois plus comme ça. Mais bon, pop folk, on va dire. Pop folk. C'est bien ça. En français. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sais pas, en fait, j'ai commencé la musique très jeune. Et c'est vrai que dans ma famille, personne n'est musicien. Donc, honnêtement, j'ai même pas la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, je sais que j'ai des espèces de flashs comme ça quand j'étais petite. Ma mère écoutait beaucoup Calogero, Vanessa Paradis, Patrick Bruel. Ouais. Et je sais pas, c'était une évidence pour moi. J'ai commencé à faire mes premières chansons. C'était un peu mes modèles et c'était hyper naturel, hyper instinctif. La variété française, du coup, c'est pas un gros mot, variété française, on peut louer. Parce que des fois, variété française, c'est un peu péjoratif. Non, c'est très large, justement. Ouais. Ça inclut des choses horribles et des choses magnifiques. Non, franchement, il y a des chansons de variété qui sont trop belles. Et du coup, d'où vous vient cet amour pour la musique? Alors, tu disais peut-être ce qu'écoutaient tes... Ouais, tes il y a parents. ça. Et puis, quand je chantais, en fait, je trouvais une espèce de paix, de sérénité. Et ça me plaisait, ça me faisait du bien. Et donc, du coup, naturellement, j'ai continué ce truc-là, ce chemin-là. Et puis, ça me fait toujours du bien. Je pense que c'est un peu une sorte... C'est un peu cliché, mais c'est un peu une sorte de thérapie. C'est vrai, quand je pense que j'ai aussi plein de choses à dire. Et peut-être que je sais pas trop... je sais pas forcément comment les dire en société. Et en chanson, ça passe toujours mieux. Et ouais, pour moi, j'aime bien, en tout cas, transmettre des messages, essayer de faire réfléchir les gens. Je trouve que c'est hyper important et que l'art, c'est là pour ça aussi. Et puis voilà, puis j'adore écrire des chansons partagées. Donc voilà, je suis très heureuse comme ça. Et vous avez chanté avant de jouer de la musique? Ouais, moi, Ouais. En général, quand t'es gamin, t'arrives à chanter un peu, mais quand tu mets tes mains sur la Ouais, tu guitare, brailles t'y quand arrives t'es pas gamin. trop. Après, chanter, ça vient plus tard. Oui, alors quand tu dis, t'as pas dit chanter bien. Non, après, vous avez appris à chanter avant de... Ah ouais, moi, j'ai aucun talent inné, mais vraiment aucun. J'ai tout bossé via le conservatoire, je chantais faux. Non, mais vraiment, vraiment, j'étais pas Ça me laisse plus beaucoup d'espoir. j'étais pas plus douée que les autres quand j'ai commencé la harpe, quand j'ai commencé le piano. Enfin, juste, j'ai bossé, quoi. Ouais. J'ai bossé tout le temps. Alors, j'étais peut-être pas assez mauvaise pour pas y arriver, mais j'étais loin d'être plus douée que les autres, hein, franchement. Vous utilisez toutes les deux un nom de scène qui n'est pas votre vrai nom. D'où ça vous vient et pourquoi? Ben moi, j'ai toujours eu envie, je sais pas toi, mais de différencier la personne que j'étais sur scène et la personne que je suis dans la vie de tous les jours avec mes proches, mes parents, mes amis. Et voilà, c'est une sorte de... Je vois ça un peu comme une protection aussi, parce que quand t'es artiste, t'es beaucoup exposé, tu racontes bien. beaucoup de choses, les gens savent beaucoup de choses de toi, tu ne les connais pas. Et ouais, je pense qu'inconsciemment, ça me rassure. Et j'ai choisi donc Silda, parce que c'est un mélange des deux prénoms de mes parents. D'accord. Et donc, je voulais vraiment un nom voilà, que j'aimais et que j'allais aimer toute ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, je le regretterai jamais et je suis très fière de le porter. Et c'est aussi pour leur dire merci parce que mes parents, c'est les premières personnes qui m'ont emmenée sur les petits concours de chant, qui ont fait la route, qui ont cru en moi, qui m'ont acheté ma première guitare un peu pourrie, mais ça fait pas grave, tu vois. J'ai fait mes premières chansons et je leur dois tout. Et aujourd'hui, ils sont là. Et voilà, je pense que c'est important aussi de les remercier à travers ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'était. Et voilà, quoi. Et toi, Augustine? Ben, moi, en fait, Gustine, c'est pas complètement inventé, c'est mon 3e prénom. D'accord. En fait, Marine Juliette Gustine. Donc voilà, ça vient de mon arrière-grand-mère, la grand-mère de mon père.
Voilà, c'est tout. Ça n'a pas plus d'histoire que ça. C'est rigolo parce que ces deux points, enfin ces deux pseudos ont un point commun, c'est tous les deux des localités géographiques. En fait, Gustine, c'est une île en Californie, et Sida, c'est une île au large de la Norvège. Je sais plus, Je sais pas si vous saviez. Une île carrément. Ouais, une île sur la côte de la mer de Mais Norvège. je sais, moi j'ai fait des recherches après, et en fait, Silda, c'est un prénom qui revient beaucoup en Bolivie, au Pérou. D'accord. Voilà, donc il y a des actrices comme ça qui s'appellent Silda là-bas. Donc ouais, c'est marrant. C'est pas du tout pour ça que j'ai choisi, mais après... Tu rêves d'une carrière en Bolivie. C'est quoi T'es déjà allé en Bolivie, Seb? Non, jamais. C'est vrai, on lui pose jamais de questions. Parce qu'on devrait partir en Bolivie. Franchement, on part pas assez en Bolivie. On devrait faire des épisodes spéciaux, de Ben oui, Bocal. On se délocalise. Oui, exactement. Moi, j'ai pas un prénom très bolivien. Un nom de famille, ouais. Plus. Mais le prénom, pas trop. Ça ne nous empêche pas d'aller en Bolivie. C'est vrai. Oui, sinon, ça limiterait beaucoup les déplacements. Quand même. Ouais, voilà. Si tu as d'autres questions comme ça, n'hésite pas, Justine. Je suis ouvert à toute éventualité. Ok. Quel est votre processus créatif? Vous mettez dans une bulle pour créer, vous avez besoin d'écrire avant de composer, l'inverse. Moi, j'aime bien être toute seule. J'avoue que quand il y a des gens autour de moi, ça me coupe un peu. Mais j'ai jamais vraiment coécrit, par exemple, et j'aimerais beaucoup. C'est un truc qui m'intéresserait bien. On va peut-être lancer un truc. Je la regarde en plus comme ça. Oui. Mais après, moi, je fais beaucoup la mélodie et les paroles en même temps. J'ai un peu du mal, je sais le faire, mais c'est plus forcé. Si par exemple, j'écris juste un texte et après, je dois le mettre en musique, je vais passer plus de temps que si je fais les deux en même temps. Et puis, pour l'inspiration, j'ai aussi besoin de vivre plein de trucs. T'as des périodes aussi, je pense, où t'es plus créatif. C'est bien aussi de savoir... d'apprendre à se forcer et pas juste attendre la petite étincelle, la petite lumière. Voilà, je pense que, parce que dans ce métier-là aussi, des fois, on te commande des chansons, etc. Donc, il faut savoir aussi réagir face à ça et être assez rapide. Et voilà, quoi. Donc, je m'inspire de notre très cher monde. Et puis... Tu arrives à faire des chansons joyeuses en t'inspirant du monde actuel? C'est un peu difficile, mais justement, j'aime bien essayer de faire une mélodie un peu entêtante et joyeuse à travers un texte aussi un peu... Bon, j'essaie toujours quand même de mettre un peu d'espoir. Je pense qu'on en a besoin. Mais voilà, en tout cas, je m'inspire de plein de choses et surtout des gens qui sont autour de moi. Et toi, Gustine, ton processus créatif? Moi, j'ai pas vraiment de processus type. Je peux écrire un peu n'importe où, n'importe quand. En fait, c'est juste que... souvent, c'est une idée ou un truc que je veux décrire, que je veux dire. Et ça... Enfin, les idées, elles me viennent un peu partout, tout le temps. Tu vois, je vais être en train de marcher, je vais... Ah ouais, si j'écrivais une chanson sur les chaussures en cuir, parce que ça fait pas le même bruit que les autres chaussures, du coup, ça me rappelle que... Voilà, donc il va y avoir une idée comme ça. Donc, parfois, j'ai déjà la chanson dans la tête. Et puis, par contre, il faut que je rentre chez moi, effectivement, pour la faire. Pour la faire vraiment. Donc là, reprendre mon idée. OK, donc pour dire ça, quels sont... Ah non, le mot, c'était pas marcher, c'était plutôt jumper, tu vois. Enfin, et vous prenez pas des notes lorsque vous avez une idée sur vos téléphones? J'en ai plein. Ah ouais. D'ailleurs, moi, je laisse toujours tourner un enregistreur vocal quand je suis dans ma voiture. Parce que quand je conduis comme ça pendant 2 heures, j'ai des idées très, très souvent. Et du coup, je les dis à voix haute. Comme ça, après, quand je rentre à la maison, je reprends les idées, je les note. Et puis, des fois, j'en fais des chansons, parfois pas. Mais voilà, si vous voulez des idées de chansons, j'en ai plein en stock à vous donner. Ça se monnaie. Et comment vous faites pour vous dire qu'une chanson est terminée? Est-ce qu'on termine vraiment une chanson? Ouais. Parce que là, un début, une fin... Tu peux terminer le songwriting, en fait. Tu peux terminer le côté accord-parole. Mais après, l'emballage que tu vas mettre à tout ça, l'arrangement, si tu vas le garder piano-voix, si tu vas le faire finalement plus rapide avec une rythmique, ou tout ça, ça va emmener ton morceau parfois complètement ailleurs. Et ça, par contre, souvent, ça se décide dans un deuxième temps quand tu fais du studio ou quand tu envisages ton album, parce que faut que les morceaux ils soient un petit peu dans la même ambiance les uns avec les autres. Tu vas pas toujours faire un morceau hyper rock et un morceau balmusette dans le même album, tu vois. Donc ça, c'est jamais fini tant que c'est pas enregistré, mixé, masterisé, quoi. C'est ça. Et même encore après, on peut revenir dessus, faire des... Ouais, enfin la flemme. Hein. Ouais, c'est j'avoue. Mais en soi, dans le fond, tu peux avoir une chanson et plein de versions différentes, plein de genres, plein de styles. Et, ça fait plus d'écoute sur Spotify. Des fois, il y a même, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'imagine qu'il y a des artistes qui ont sorti une chanson, elle a pas forcément fonctionné en termes de stream, etc. Et puis,
ils refont une version et ça cartonne. C'est déjà arrivé. Oui, sans doute. Born to Be Alive, à la base, c'était une chanson rock qui ne marchait pas du tout. Alors, il n'y a pas de stream à l'époque, hein, mais il l'a refait en version disco. Et puis, voilà, il gagne encore des sous aujourd'hui avec. Donc, Peut-être qu'il faut qu'on fasse nos chansons avec disco. c'est Allez. Un peu années 80, tout ça, ça revient beaucoup. Hein. On se fait un petit duo. Comment ça ferait Silstine ou Silstine, ça fait un peu maladie vénérienne. Ouais. Gusda. C'est pas terrible en fait nos deux noms mixés. Ok, on trouvera une idée. Concentrez-vous sur la musique et je trouverai le nom si vous voulez. C'est quoi votre rapport? On en parlait tout à l'heure justement avec votre voix. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Vous qui avez fait The Voice, la voix c'est important? Non, c'est ce que tu. C'est un tout. C'est comme quand tu parles en fait. C'est ce que tu dis en fait qui est important. Alors la façon dont tu le chantes en fait, tu vas venir colorer tes mots. Si tu dis je suis heureuse, je suis heureuse. Enfin, tu vois, c'est comme une intonation, en fait, la façon dont tu vas chanter. Ouais. Donc... Mais tu l'aimes, ta voix? Vous aimez vos voix? Mais on n'a pas une voix. Ça, souvent, les élèves que j'ai pu avoir en chant, ils me disent « Oh, ma voix, elle est moche. Ma voix, elle est comme ci, comme ça. » Mais écoute, un imitateur. Oui. Il peut te faire Garou et Céline Dion avec la même voix. Donc, en fait, il y a 10 000 façons d'utiliser sa voix. Moi, j'utilise essentiellement la première façon que j'avais de chanter. Ce qu'on appelle une voix de tête, assez... comme ça. J'utilise très peu ma voix de poitrine, par exemple, qui est plus puissante, alors que je pourrais, tu vois, ça existe. Donc, je pourrais faire plein de choses différentes avec ma voix, mais j'ai décidé de creuser plutôt une spécificité pour dessiner ce qu'on appelle une signature vocale, ce qui fait que du coup, ta voix, elle ressemble qu'à la tienne. Mais voilà, en vrai, avec une voix, tu peux la moduler et la faire ressembler à plein d'autres choses. Donc, c'est juste le reflet de ce que tu veux exprimer. C'est un outil, en fait. Ouais. Il va falloir que je travaille là-dessus, parce que j'ai beau essayer de parler de toutes les façons que je veux. Moi, je déteste toujours ma voix quand je m'écoute, quand je monte le podcast et tout. C'est une horreur. C'est parce que tu t'entends de manière extérieure. Alors que quand tu parles, tu t'entends à la fois de manière extérieure et à la fois de manière intérieure. Parce que ta voix, elle résonne à l'intérieur. Putain, j'ai cette voix-là en vrai. Moi, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est très récurrent quand même, ce truc. Ah ouais? Les gens n'aiment pas trop s'entendre. Ah ouais, non, moi je déteste. Il y a une certaine pudeur. Moi, la première fois que j'ai dû chanter en public, mais si j'avais pu partir en courant, je l'aurais fait. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'est comme si j'avais dû retirer mes vêtements. J'aurais préféré retirer mes vêtements, clairement. C'était plus une mise à nu pour moi de faire ça, vraiment. Je comprends. Moi, je serais incapable de faire écouter, ou d'écouter une émission avec quelqu'un d'autre qui écoute. Si j'écoute mon émission, la faire écouter à quelqu'un. Ah, ça c'est horrible. Ah, c'est horrible. Quand les gens me disent attends, vas-y, tu sais, ils sont là, ils veulent montrer un pote. Regarde, justement, son passage à The Voice, et toi, t'es là juste à côté. Et c'est tellement gênant parce que tu sais que c'est gênant pour l'autre personne de réagir sincèrement et que je déteste. Bon, ça, je suis pas tout seul. Toi, c'est là ton rapport avec ta voix, du coup. C'est un peu pareil que Gustine. J'utilise beaucoup ma voix de tête. Ouais. Un peu ma voix de poitrine, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aime bien faire ce truc-là parce que je trouve que c'est ce qui me rend aussi peut-être un peu plus singulière. Et j'ai un petit vibrato aussi que j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Souvent, ça revient beaucoup, ça. Mais c'est vrai que c'est un truc que je crois que je l'ai toujours eu, honnêtement. Pour le coup, là, on peut peut-être parler d'un truc un peu inné. Bon, évidemment, je l'ai travaillé, etc. Mais j'ai l'impression qu'en étant petite, j'avais déjà ce truc. Vraiment, j'ai déjà réentendu des petits enregistrements de moi quand j'ai même 10 ans. C'était déjà ta façon de chanter à l'époque. Ouais, vraiment. On doit avoir aussi chacun un grain, même si la voix se travaille, on doit avoir un timbre de voix qui nous est propre. Ouais, oui, sans doute. Mais que tu pourrais aussi travailler dans un sens et dans l'autre. Les prochains podcasts, je les ferai en version Garou. On va essayer. La version un peu moins nasale, peut-être. On va parler un peu maintenant de ce qui aurait pu vous guider dans vos goûts et vos choix. Alors, on en parlait déjà un petit peu avec toi tout à l'heure, Silla, mais vos parents écoutaient quoi quand vous étiez petite? Vas-y, tu veux commencer? C'est ce que j'en ai déjà parlé. Oui, un peu de variété française. Mais alors, c'est vrai que mon père, je ne l'ai pas dit, mais mon père écoutait beaucoup de hard. Rien à voir. Pour le coup, ça ne m'a pas influencé plus que ça. Enfin, je n'ai pas l'impression. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais ouais, sinon, c'était beaucoup de la variété française. Il y avait même du Obispo, je me souviens. Du Raphaël. Ouais. Tous ces trucs très acoustiques. Très musique française. Ouais, très, ouais. D'accord, et ça a influencé tes goûts musicaux aujourd'hui? Oui, clairement. Ouais. Oui, je pense que oui. D'ailleurs, j'adore la variété française. La chanson française. Tu peux dire la variété française. Les textes, il y a des textes qui sont magnifiques, même Barbara. Oui. Alain Chamfort et tout. Enfin, moi, j'adore et j'écoutais ça quand j'avais 6 ans. Et donc, ouais, forcément, ça, je pense qu'aujourd'hui,
c'est dans mes chansons, c'est sûr. Moi, on écoutait pas mal de pop. Ça commence évidemment avec les Beatles. Ah oui. Beaucoup de Beatles à la maison. Et puis des trucs pop qui sont peut-être un peu plus dans la suite de ça. Je sais pas, il y avait Elton John, il y avait Supertramp, Queen, voilà, des choses un peu dans cette veine-là. Puis parfois aussi, ça venait peut-être plus de ma mère, des choses un petit peu dans la chanson. On avait par exemple les albums de France Gall, de Mylène Farmer. Je sais plus, enfin voilà, des choses comme ça, un petit peu de musique classique quand même. J'ai l'impression que c'est souvent ça, les mamans qui écoutent de la chanson française ou variété française et les papas qui écoutent plus les groupes de rock en anglais. Non, ma mère écoutait quand même globalement tout. Son groupe préféré, c'est The Who. Oui. Voilà. Et ça a influencé tes goûts musicaux aujourd'hui? Ah bah ouais, grave, je pense. Et puis, tu vois, le premier morceau c'était la révélation. Je devais être très très jeune, mais c'était Get Around des Beach Boys. Ouais. Et ça, c'est le côté très de la pop de cette époque-là, hyper écrite, avec plein de lignes mélodiques, les chœurs, les machins. C'est une espèce d'explosion de joie, une profusion d'informations. Et à la fois, j'ai été complètement subjuguée la première fois que j'ai entendu Yesterday. Ouais. Parce que, au contraire, la simplicité et l'émotion qui se dégage de ce morceau, tu l'entends pour la première fois, tu pleures, même si tu as 5 piges. En fait, il se passe un truc hors du commun. Quel enfant étiez-vous? Joker. Ah non. on va commencer par ça. Moi, j'étais très réservée. Ouais. J'étais un peu très sauvage, très très sauvage. Et justement, c'est la musique aussi qui m'a donné l'opportunité de me sociabiliser. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est du partage, tu vas t'adresser aux gens. Et c'était un gros challenge au début. Et d'ailleurs, je me souviens que je chantais beaucoup en cachette, même toute petite. Et c'est un jour, ma mère, elle m'a entendue par surprise. Et je me suis retrouvée vraiment très bête. Et elle m'a dit « Ah, c'est joli !» Et du coup, ça m'a donné hyper confiance en moi. Et j'ai commencé, voilà, comme ça, à chantonner pour ma mère, puis pour mon père, etc. Mais j'avais vraiment peur. Et bref, en tout cas... Tu avais quel âge? J'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans et demi, ouais, un truc comme ça. Donc les mots des parents peuvent avoir quand même un impact, complètement, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur, en fait, d'être jugée. Je voulais pas qu'on essaye de briser un peu peut-être ce rêve que j'avais déjà de vouloir faire de la musique, parce que je comprenais même dans ma petite tête que c'était un milieu qui était pas... Enfin, voilà, c'est pas ordinaire, quoi. Et ça peut paraître très loin de beaucoup de gens, et surtout mes parents, ils viennent d'un milieu d'études. Enfin voilà, c'est quelque chose... Je le ressentais déjà, donc je me cachais. et ouais. Mais sinon, ouais, j'étais très réservée et très discrète, un peu têtue, mais je suis toujours très têtue. et puis voilà, quoi. Et quel est votre plus ancien souvenir? Ah non, pardon. Quel enfant tu étais? Quel enfant tu étais? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'étais pas du tout réservée. Non, j'étais plutôt à vouloir toujours tout réussir toute seule, tu vois, ce genre de truc. Très garçon manqué, en fait, aussi, parce que j'avais 2 frères, un grand frère, un petit frère, et que, clairement, quand on regardait la télé, c'était Dragon Ball Z, et il était hors de question de mettre les petits poneys. Donc, mais je sais pas, j'ai des souvenirs comme ça, où, par exemple, je voulais faire du foot quand j'étais gamine. Et là, quand même, mes parents avaient dit « Ah non, le foot, c'est pour les garçons !» Comme quoi, on était à l'époque. Et là, tu vas faire de la danse. Et le premier cours de danse, j'ai fait la misère à la prof. Je tirais la langue, je me barrais en courant. Voilà. J'ai fait des fugues de l'école maternelle quand même aussi. J'étais pas forcément une enfant hyper facile. Mais ça s'est calmé après. J'ai des preuves vidéo à l'appui. C'est revenu maintenant. Mes parents avaient un caméscope assez jeune. Ils l'ont eu assez tôt pour l'époque, en fait. Ça doit vraiment casser la tirelire pour ça. Donc voilà, je peux avoir du recul sur l'enfant que j'étais. Et en vrai, ils exagèrent un peu. J'étais pas si méchante. C'est les souvenirs qu'ils ont conservés. Et donc, je reviens sur la question que j'allais poser. Quel est votre plus ancien souvenir? Par rapport à la musique? Pas forcément. Par rapport à votre enfance. Moi, c'est ce petit point-là que j'ai sur la main. Je suis quasiment persuadée de me souvenir de ça. Je me vois sur tu sais, les chaises hautes là, dans lesquelles on met les bébés, en train de manger une tomate. Et voir ma main et de me dire « Oh, il y a un grain de tomate qui s'est mis dans ma main. » Et
Alors, je devais pas être vieille pour être dans une chaise haute. Alors, est-ce que je me suis inventé ce souvenir par la suite? Mais je pense Ou est-ce pas. que ça se souvient pour te raconter peut-être Non, pas plus du tard? tout. Non, même pas. Ouais, pas du tout. Non, je me souviens vraiment de cette. Dans mon souvenir, je me fais cette réflexion. Voilà. Mais mystère et boule de gomme. Ah, c'est marrant. Mais moi, je ne sais pas du tout. Vraiment, j'en ai aucune idée. Alors, dans ce cas, la première chanson que tu te rappelles avoir chantée. Tous les cris des SOS de Danny Ah oui, Boone. t'as pas choisi la plus facile. Ouais, je sais pas. Cette chanson, elle m'a transcendée. Et c'est d'ailleurs sur cette chanson que ma mère m'a dit « Ah, c'est joli ». Ah ouais? Et ouais, vraiment, je me souviens. Et chaque fois que je l'écoute, cette chanson, ouais, elle a... Je sais pas, il y a un petit brin de nostalgie, un petit truc qui me touche. Et je suis toujours très émue. Ouais. Et tu te rappelles, parce que cette chanson est quand même très dure à chanter. Tu avais 11 ans, tu chantais. J'étais assise dans ma chambre. Vraiment, je me souviens, tu vois, de ce truc. C'était vraiment joli ou ta maman t'a juste fait plaisir parce que Je tu avais sais 11 pas. ans? Après, honnêtement, j'ai revu des vidéos de moi, Ouais. même quand j'avais 9 ans et tout ça. Je chantais juste. Ouais. Bon, c'était très fluet, quoi. Mais je chantais juste. Donc bon, je suis pas partie de rien. C'est Mais déjà ça. après, voilà. Une bonne base déjà. Je pense pas que c'est non plus incroyable, quoi. Et elles étaient comment vos chambres d'ado? Il y avait des posters de qui? Moi, j'avais un poster géant de Sheriff Aluna. Ah oui! J'ai eu ma petite période un peu garçon manqué où je faisais du foot à l'école. J'avais ma Yes. casquette, mon petit survêt et tout. J'aimais beaucoup. Et voilà, c'était rose. J'avais du rose dans ma chambre, du gris. Dans ta chambre d'ado? Bah, Ouais. moi, Joli. pas trop. C'est vrai que c'est une époque où on avait globalement des éducations assez genrées, mais je sais pas, moi, j'étais pas trop dans le délire rose et compagnie. Ouais. Hein. Par contre, j'avais poster Spice Girls, Ah ouais. DiCaprio. Grandeur nature sur ma porte. Parce qu'il y en a un côté DiCaprio de l'autre. Ouais, c'était vraiment mes deux fantasmes. Moi, c'était rose parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais un papier peint rose. Petite, vraiment 3-4 ans. Ouais. Et j'avais une frise Barbie. Et quand j'ai grandi, mon père a mis une frise grise. Et donc, on a laissé le rose en dessous. Ouais. C'est pour ça, ma petite... C'est défense. marrant. Moi, Ouais. j'ai quasiment pas eu de Barbie. En fait, on avait des figurines de dinosaures. Je jouais à dinosaure avec les Moi, je vois ma fille qui a 7 ans, a toujours adoré les roses. On a essayé de faire en sorte qu'elle n'aime pas trop le rose. On ne voulait pas trop genrer, mais elle a toujours adoré le rose. Et aujourd'hui, à 7 ans, elle dit qu'elle n'aime plus le rose. Maintenant, elle aime le noir et les têtes de mort. Je m'inquiète un peu pour son sa adolescence. période gothique. Elle a 7 ans. L'adolescence arrive très vite, je trouve. Le premier disque que vous avez acheté ou qu'on vous a offert? C'est Sheriff Aluna. Vraiment. Je me souviens plus en CD. Je sais pas pourquoi j'ai le souvenir d'avoir... Cassette. Ah oui, des cassettes. Non, mais... Oh là là, l'album. Je crois que c'est arrivé assez tard parce que je crois que j'avais pas d'argent, mon propre argent, mon argent de poche avant. Donc, en fait, les CD qu'on achetait, c'était plus ou moins ceux de mes parents, tu vois. Enfin, c'est des choses qu'on décidait d'acheter ensemble. En tout cas, les premiers CD que j'ai achetés, c'était chez Vitamine C. Ouais. T'as connu, toi, ça? Ah non, je suis arrivé à Reims trop tardivement. Mais... Eh ben, c'était un petit disquaire qui avait aussi une boutique de BD, BDRama, je crois que ça s'est appelé par la suite, qui a subsisté un peu plus longtemps que... Et en fait, on m'avait offert pour Noël le premier album de Muse qui s'appelait Showbiz. J'avais trop kiffé. Et du coup, j'étais allée le voir, je dis, j'ai kiffé ça, qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Et là, il me sort les deux grands amours de ma vie, Radiohead et Björk. Ça va. Et de là, voilà, est découlé plein de choses qu'il m'a proposées, plein de découvertes. Voilà, sinon, je pense qu'avant, c'était essentiellement les albums achetés avec mes parents. Dernière question, est-ce que vous avez une actu, un projet? Pour moi, c'est redevenir une danseuse de country en patin à On roulette. passe à roulette, sans te blesser. Voilà, c'est ça. Et toi, Céda? C'est vraiment sa réponse. Ah oui, je pense que c'est vraiment ça. J'ai toujours la flemme de détailler l'emploi du temps qui arrive parce que... Non, mais on veut les photos, trop du coup, stressant. sur Instagram. Alors moi, j'ai donc, comme on le disait tout à l'heure, j'ai une petite tournée des festivals qui s'est installée gentiment dans la région. Donc je joue à Verzenay, je joue à Épernay, je joue à Saint-Dizier, dans les Ardennes, au Touquet. Enfin voilà, quoi, j'essaye de faire un max de scènes et puis j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et j'espère aussi pouvoir sortir un single très très bientôt. C'est en cours. Qui s'appellera... Je ne Ah, sais j'ai pas. essayé. Un qu'on a déjà entendu dans tes lives? Non, je crois pas que tu l'aies déjà entendu. Ah, tout nouveau. Je l'ai fait une fois, mais tu n'étais pas là. C'était à Châlons-en-Champagne. Zut. Raté. En tout cas, merci d'avoir écouté Bocal. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. N'oubliez pas de suivre Bocal avec un K sur Instagram pour ne rien manquer de l'actualité culturelle rémoise et de sa région. On peut aller jusqu'à Châlons, s'il n'y a pas de souci.
On se retrouve tout le mois de juillet avec une émission par semaine et de nouveaux formats. Donc ça va y aller fort en juillet avant de prendre un bon repos bien mérité au mois d'août. C'est tout pour aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Reims donne à ceux qui le veulent bien. Je vous laisse le mot de la fin. C'était Bocal. Bocal. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool. Et puis j'ai appris des choses sur Gustine aussi, donc très chouette. On va pouvoir se dire encore plus de trucs hors antenne, des petites choses un peu secrètes. Allez-y, je laisse le micro enregistrer, je dirai rien.